Comme vous le voyez, pour cette dernière édition du Tour des buts dans le calendrier régulier, nous allons le faire dans les estrades parce que le sport étude est présentement sur le terrain. Et aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la saison avec les entraîneurs et nous allons aussi parler des promos qu'il va y avoir durant le dernier séjour des capitales à domicile. On débute! Cette année, la tête des capitales était supposée être explosive. Elle l'a été, par contre, pas tout le temps. Donc, elle était inconstante. Il y en a un, par contre, qui était vraiment constant et c'était Jeffrey Para. Pour en parler, par contre, j'aimerais ça parler à l'entraîneur des frappeurs et c'est Josh McAdams. How are you, Josh? I'm doing well, man. How are you? I'm fine, thank you. Okay, I want to talk about a few things with your players and also with you. This is your first experience as a hitting coach. How do you think you did? I think we had a really good group of guys. Translating the information that I was trying to get across and trying to help us as a team. I feel like everybody really accepted the information. I know we have a couple guys that were struggling, but as a collective, as a team, I feel like we did a really good job. We had a couple standouts, Jeffrey, TJ, Cloud, Lacroix. I could go on and on with our lineup. But as a whole, I feel like we did a really good job as hitting in a collective group, and I feel like we did a really good job. I think your approach as a player, you're a power hitter, man. When you hit the ball, it goes far. Not every player has this approach, though. How were you able to adapt it to them? Well, like you said, not every player is the same. One thing I've learned over the course of my career as an instructor, as hitting, is that we try to find the specifics for each person. What makes them the best player that they possibly can be, and then just maximizing that potential. I feel like we did a really good job of that, especially like for instance, Para, great power hitter, also hits for average. And then you got like Marc-Antoine Lebrun, great guy, finds a lot of barrels, but is a small ball type guy, can lay a bunt down and also find a hole here and there for singles. So understanding your role is the most important part, first and foremost. And then just trying to figure out the approach from then on after is what's big in me as well. You talked about Para. Para, for those who don't know, might break the record that's standing right now, 31 home runs for one season. What makes him special, do you think? He's a professional. He knows how to take care of his business each and every day. He doesn't try to do too much. Obviously, he loves hitting home runs. It's one of his favorite things, as well as the fans. But it's something that I feel like he does a really good job of. He doesn't go up to the plate trying to do it. He just tries, his approach is to hit the ball as hard as he can up the middle of the field, and then wherever the pitch is, it dictates where it goes. He takes his singles as well as his home runs. But the approach of literally just trying to do the best he can each and every at-bat is what makes him so successful. Okay. Two more questions. We won't lie, you've had a struggle this year. Yeah. How were you able to cope with that? Injuries suck, I will say that. I don't know if I separated my shoulder, but I kind of put a pretty good hurting on it the very first game of the season. Right. My left. Okay. And me being the competitor that I am, I played through it probably more than I should have. But at the same time, like, I gotta do my job, and I didn't do it that well this year. But I'm not gonna hang my head about it. Like, we're grown men, and at the end of the day, I have not only one job but two jobs. I gotta make sure the team is successful, not just myself. So stepping away, making sure that I got healthy, and making sure that I'm in a role that I can help us win is most important. It's not all, obviously it's not all about me. As a team, we're trying to win a championship, and so we're going to put the best lineup out there. And if it's me, then it's me. If it's not, then it's not, but I'm not going to hang my head on it. As far as struggles-wise goes, then everybody has off years. It's just this year ended up being one of mine, but at the same time, I feel like I have a lot to offer as far as a coach, so that's what I've been kind of diving into, and I feel like it's been doing a good job so far. You being a player and a coach, did you have a support system with the players? Because they saw you struggle at times, and you're supposed to coach them. So how was that dynamic going? Going into the year, Pat actually kind of gave me a lot of good advice and criticism as far as that, seeing how he was in the same position I was a handful of years ago. And yeah, and as like you said, we had a lot of good guys.
it all comes down to the information, and regardless of my personal performance, that was a little bit of a stressful thing for a while because I wanted to perform so that my information could be taken a little bit more seriously. But I noticed as well that even with my negative performance in some cases, these guys really understood that what I had to say and the advice I had was very beneficial to them in most cases. So they didn't really care. Like they all made sure that it's not something that they cared about. Like, you know, even if I struggle, they know that they're gonna pretty much pick me up on the back end because of the information that they got and the confidence that they had in themselves. And it also goes in being professional. You know, like I can't control anybody else but myself, and neither can they. So as long as they go to the plate with confidence and in their own ability and their own mechanics, their own approach, then who cares what I do? You know. So my own personal performance was negated, and it is all about them, and that's the way it's supposed to be. Love it. I think I speak for the entire organization and also the fans. It was a pleasure dealing with you this year, and I hope you come back. I appreciate it, man. Thank you so much. Thanks, man. Yes, sir. Deux choses à surveiller d'ici la fin du calendrier régulier, c'est deux records à battre. Premièrement, Nick Horvat qui pourrait battre le nombre de matchs lancés avec 45, mais aussi Miguel Cienfuegos qui pourrait battre le record du président de l'équipe, Michel Laplante, pour la meilleure moyenne de points mérités en une saison. Et puis, pour en parler de son personnel de lanceur, nous allons parler avec Rob Carson. How are you, man? So, how you doing? I'm fine, thank you. Rob, you have MLB experience. Yeah. You know what you're doing. This is your first experience as a coach. Yes. How did you think you did this year with the staff you were given? I think we did a really good job, Dave. I think the competitors that we have, the dogs that I have with that pitching staff from the starters back to the back end, guys stepping up when guys went down, you know, it's just like a big brotherhood. I'm like the big brother, the overseer. Mom left me in charge, like Dad, Pat's the pops, he left me in charge over these guys. And I think my philosophy of pitching and like the experience I have with the MLB experience just came off with the respect first, and then guys buying into like what we're trying to do of executing and pounding the strike zone is working, and it's been awesome. We were not the best team when it came to strikeouts, but Yeah. what we were able to do is not giving the walks. Yeah. So is that your philosophy of pitching? Yeah, it's one of the main things of me just telling the guys just focus on pounding the zone. Like if you can command the zone with the fastball and then expand down or up or out or whatever your secondary off-speed pitch is, then that's what your strength is. You use that, but just commanding the strike zone with the fastball, trying to limit walks and get more early contact, soft contact to produce early outs. Okay. When you go to the show, when you go to Affiliated Ball, and then you go to the big show, you have to be. You have to be a certain way. You have to be professional. Yeah. Is that something that you talk about with the pitchers? So just the way to be maybe themselves, but respect the game. Yeah, of course. I'm a guy of wanting to give gems. I've been to like the top level. Maybe didn't get like I have all the years, but I got the experience, you know, at the top level. So I always try to give these guys gems because some of these guys are gonna get the opportunity to get to the top level or even get in affiliated ball and have a chance to make it there. So I want them to know the professionalism, how to carry yourself as a professional athlete or a pitcher in affiliated or when you get to the big league. So I definitely give them gems and let them know experiences and stuff on how to carry themselves professionally. Okay. Two more questions. Just a few minutes ago, I talked to you about the record that Miguel Cienfuegos could be beating, and the president of the team holds it right now. What makes Miguel special? Oh man, it's crazy because I talk to him a lot, and I see a lot of me in him. Just him being left-handed, and then just the age he is. At that age, I was just so competitive. Just the swag, man, what he brings to the mound, the team, and on the mound, he's a dog. He's not scared of nobody. He has really, really good stuff. And then his mental side of it, he prepares very well, the IQ of it in the pitching. He's a really good player, man, and you guys are going to see him a lot like that at the higher levels. He's one of the guys, like he's our top guy, but you know, we got other guys that piggybacks off him, but he's the main focus. I know he's going to break that record because he's so locked in and just want to win for the team. And I'm proud of him, man. Real proud of him. Perfect. And the other record is Nick Horvat. Yeah. Nick Horvat, 45 games it's crazy. pitched. It is insane. It's almost half the games of the team. Yeah. Is there maybe a thought of
overusing him, or maybe because he hasn't pitched a lot, and that's one of his main strengths? Oh man, he's a dog, man. That's like the little brother, but he's a dog. Nick Horvat is one of those guys that like you have to like as a coach, like, hey man, you're not pitching today, because he want to pitch. He knows by pitching he gets out of here, he get exposure. Me and Pat, we was talking today, made a joke like, man, did we overuse it? Because that's like kind of insane, you know. But that's also dope to him. Just because he's available, and that's one of the things being a reliever that you want to be, you know, when you get to that top level, AA, AAA, big leagues, is being available, and that kid is always available. He always wants to pitch. He always wants to go to battle, and I'm proud of him as well, and that's a record that he's gonna break too. Obviously, I hate to say that, but he will. But it just commend to him just the hard work he put in to have his body ready and then shape his arm to withstand the workload that we've given him this year. Perfect. Rob, I love your energy, man, and thanks so much for being here in Quebec this year, and have a great run in the series. Yes, sir. Thank you. Bye-bye. Yep. Il reste seulement 2 séries et évidemment une victoire va nous procurer le championnat de la division S. Et on se bat aussi pour avoir la meilleure fiche de la Ligue, pour avoir l'avantage du terrain. Afin de parler de ces deux coachs, mais aussi parler de la fin de saison, on va rejoindre plutôt Patrick Scalabrini. Comment ça va? Très bien toi-même. Ça va très bien, man. On vient de parler avec tes deux coachs ici. Comment ça s'est passé justement? C'est ta première expérience avec les deux en fait? Très bien, très bien. Effectivement, on se connaissait même pas. On s'était même pas rencontrés juste avant la saison. Ça a été un ajustement un petit peu pour tout le monde. Eux, c'était leur première année de coaching, leur première année surtout au niveau professionnel à ce niveau-là. Fait que c'est ça, ça a été des petits ajustements au début, pas rien de négatif, mais tout de même, c'est des choses à apprendre pas mal. Mais en général, ça a vraiment bien été. Les gars ont accepté le feedback, autant positif que négatif. Ils ont grandi là-dedans, honnêtement. Très heureux de comment ça s'est déroulé. Je pense que notre fiche démontre que ça va quand même bien à ce niveau-là. Fait que non, vraiment une belle expérience avec les deux. Ils amènent chacun un niveau d'expertise complètement différent, mais qui se complètent bien. Parfait. Des records qu'on regarde en fin de saison comme ça, il y a un build-up, il y a un momentum vers les séries aussi. Est-ce que c'est difficile de garder ta troupe motivée présentement? Parce que ça prend une victoire, puis est-ce que c'est-tu la plus difficile comme par hasard à avoir? Bien, c'est drôle parce qu'on regarde tous ça de façon différente. Il nous reste 2 séries, il nous reste 6 matchs. On a eu une baisse de régime pendant un petit bout de temps. Là, l'idée est que ça reclique, ça recommence à bien aller, puis on recommence à bâtir un genre de momentum à l'approche des séries, chose qu'on est en train de faire. Ces 2 grosses séries, oui et non. On s'est assuré une place des séries déjà, donc ce bout-là est pas mal fait. Le premier rang de la division, soyons honnêtes, c'est une technicalité, là. Ça va se régler dans les prochains jours. Notre chiffre magique est de 1 avec 6 matchs à jouer. On regarde vraiment plus, nous, à l'interne, le classement général, puis Washington de l'autre côté, on est à 2 matchs, ou 1 match et demi maintenant en avant d'eux. C'est ce qu'on désire vraiment aller chercher, là, de finir premier au classement général de façon à s'assurer l'avantage du terrain jusqu'au bout, histoire de potentiellement jouer en finale chez nous, devant nos partisans, avoir la chance de remporter un championnat devant nos partisans, avec nos partisans chez nous. L'équipe qui va être ici en fin de semaine, en fait là pour les 3 prochains matchs, ça va être les Jackals du New Jersey. C'est l'équipe contre laquelle les Capitals ont le plus joué dans leur histoire. Toi et Brooks Carey, vous avez une pas pire histoire aussi. Parle-moi de leur équipe et aussi de lui, le bonhomme dans le fond en tant que gérant. Bien, New Jersey, effectivement, depuis moi j'ai commencé ma carrière ici en 2001 comme joueur. Et puis c'est drôle parce que mon premier coup sûr en carrière, je l'ai fait là-bas, au Yogi Berra Stadium. Fait que, non, écoute, j'ai joué des matchs là, on a joué des matchs de série. Il y a des années, on jouait contre eux à chaque année. Ils ont remporté des championnats, puis on les battait en série. On peut en parler avec Alpha Pietra, contre qui on a joué fréquemment, souvent. On se parle encore à l'occasion, puis il dit à la blague qu'il a fallu qu'il change de ligue pour gagner des championnats. Fait que non, c'est riche, notre histoire des Capitals et les Jackals est riche. On a beaucoup de beaux moments, moins beaux moments, mais beaucoup de respect. Michel, d'ailleurs, est très proche de Greg Lockhart, qui est le président de cette équipe-là, qui est un chic type vraiment. Alors, c'est ça. Les Jackals ne disparaîtront pas, puisque le stade part. On va tourner la page sur un début d'une nouvelle histoire, là, mais on a eu des beaux moments. Plusieurs personnes parlent du Yogi Berra Stadium comme étant un petit peu, pas nécessairement frais, peut-être un petit peu défraîchi. Il y a du monde qui ne sont pas nécessairement tristes de le voir aller. Là, il s'en irait probablement à Peterson, dans un ancien Negro Baseball Stadium, dans le fond. Et puis, ce serait intéressant. Peux-tu
T'as-tu des commentaires à dire sur le Yogi Berra Stadium? Honnêtement, c'était le temps. Ils n'ont pas mis beaucoup d'amour là-dedans depuis des années. Sans dire que ça commençait à être un peu la risée de notre côté. Il fallait donner beaucoup d'amour. Puis c'était peut-être le temps pour le bien de tout le monde de faire un move dans ce sens-là. Dernière question. Jeffrey Parra qui pourrait battre le record de 31 coups de circuit dans une saison. Il y a Nick Horvat qui pourrait ou va battre le record de matchs lancés dans une saison qui est de 44. Et Miguel Cienfuegos qui pourrait battre la meilleure moyenne de points mérités dans une saison de Michel Laplante, qui est évidemment le président. Puis c'est en 1999. Est-ce que vous en parlez à l'intérieur ou vous en parlez pas juste pour pas mettre de pression? On n'a pas parlé, pour être honnête. Surtout, la moyenne de points mérités, ça se règle tellement à la dernière minute. J'ai hâte de voir ça. On n'a pas parlé du tout. Le nombre d'apparitions, on a parlé un petit peu avec Nick. C'est quelque chose de, sans dire facile. C'est certain que ça va arriver. C'est certain que je vais le réutiliser au moins une fois. Et puis l'autre, celui de circuit, c'est plus difficile parce que là, tu peux te mettre plus de pression sur les épaules, puis quand tu te mets à y penser, c'est tel que tel. Puis 31 circuits, il y a une raison pour laquelle ça tient depuis toujours. C'est extrêmement difficile à aller chercher en si peu de matchs. Il l'a fait en pas beaucoup de matchs, en plus d'avoir été blessé. Jeffrey, il reste 6 matchs pour en frapper 2 pour l'égaler. C'est atteignable. C'est un gars qui est capable d'en frapper 2 dans un match. Mais en même temps, 1 par série, c'est un peu son pace de l'année. Ça va être de la fun de voir ça. Pat, je pense que je parle au nom de tous les partisans et de l'organisation. Merci pour la belle saison, puis bonne chance dans les séries. Merci beaucoup. Merci, man. C'est votre dernière chance de voir les Capitals à domicile durant le calendrier régulier. Ce soir, mercredi, c'est la soirée boucan, du barbecue, de la boucane sur la terrasse Sleeman. Demain, soirée country et un programme double. Vendredi, c'est des feux d'artifice ici et ce sera aussi le début de la dernière série et ce sera contre Ottawa. Et une surprise pour vous samedi parce que c'est la soirée Comic-Con. Et pour en parler, on a notre ami Pee-Wee. Hey, Yann, il arrive de quoi de gros ce samedi? C'est quoi qui se passe? Le Comic-Con de Québec débarque au Stade Canac parce que dans un mois, c'est le vrai Comic-Con au Centre des Congrès. Puis là, on va l'avoir au stade en fin de semaine. Donc, j'amène l'univers du Comic-Con, des jeux vidéo, des super-héros, des films qui vous ont fait triper quand vous étiez jeune. Ça s'en vient au stade le 3 septembre. Puis j'ai un paquet de surprises pour vous autres. Sérieusement, là, si vos enfants, vous aimez ça, vous déguisez en Iron Man, Superman, vous avez un costume de Ghostbusters, on va être 2. Venez-vous-en costumer au Stade Canac. Il y a un concours de costumes. Il va y avoir une section rétro gaming dans le salon Sleeman. La gang de la plante de jeux vidéo qui vont débarquer avec des vieilles télé cathodiques, des Nintendo 64. Vous allez pouvoir jouer à 4 en même temps, à Mario Kart. Sérieusement, là, ça va être vraiment une soirée extraordinaire. Au niveau expérience client, là, ça va être difficile à oublier, celle-là. J'ai comme l'impression, toi étant le directeur des promotions, des événements aussi, on dirait que toute l'année a culminé à cette espèce d'événement-là. Je suis fou? Non, c'était une des soirées que j'avais le plus hâte de réaliser. La soirée rétro, ça a été un succès. La plupart des soirées thématiques Dame Nature n'ont pas été très coopératives. Noël, la Saint-Valentin, mais la Saint-Patrick, ça a été vraiment quelque chose. L'anniversaire de Capi aussi. Les gens étaient au rendez-vous. Souvent, ils arrivaient costumés. Je fais juste penser à la Sainte-Pat, là, où des gens qui sont arrivés avec des trèfles, des chapeaux, des chapeaux de farfadet. Non, sérieusement, c'était vraiment très cool. Mais effectivement, celle-là, je l'avais en tête depuis l'hiver dernier. Et c'est finalement ça samedi. Puis aux confirmations que j'ai eues, je voulais garder une surprise, mais je le dis tout de suite. Quand vous allez arriver au Stade Canac, vous allez déjà baigner dans l'univers du Comic-Con de Québec. Kit de Code 2000 va être là, avec tout l'électronique à l'intérieur. Vous allez pouvoir prendre place dedans puis vous sentir comme David Hasselhoff dans le temps de Code 2000. Le Jeep de Jurassic Park va être devant le Stade Canac et une DeLorean pour les fans de Retour vers le futur. La DeLorean va être devant le stade. Puis ensuite, lorsque vous allez rentrer, j'ai parlé de la section rétro gaming, mais il va y avoir, je l'ai mentionné, des Ghostbusters qui vont être sur place. Et si vous êtes un fan de l'univers de Star Wars, vous serez
surpris également. Donc, il y a des cosplays, qu'on pourrait dire, professionnels qui vont être sur place, que j'ai invités à se joindre à nous pour que vous puissiez les rencontrer et prendre des belles photos avec eux. Mais l'important, c'est que vous participiez et que vous arrivez en grand nombre costumé. Votre enfant, il a un costume de Hulk, de Superman ou de Iron Man. Il est déçu parce qu'il peut juste le mettre à l'Halloween. Venez au Stade Canac. Sérieusement, là, l'expérience va être extraordinaire. Je vais être costumé. Capi va être costumé également. Donc, tout ce qui nous manque, c'est vous autres. Dame Nature va être de notre côté. C'est donc un rendez-vous ce samedi. Amateurs de cosplay et de l'univers des Comic-Con. Ce samedi, c'est au Stade Canac que ça se passe. Ton énergie est contagieuse, puis oui, puis je pense que je parle au nom de tous les partisans qui sont venus nous voir au Stade Canac en 2022. Merci pour ton excellent travail, puis on se revoit en fin de semaine à ton événement du Comic-Con. Yes, sir! À bientôt! On se voit au stade!